Et coucou YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler du SOPK, du syndrome des ovaires polykystiques, et de l'insulinorésistance, donc la résistance à l'insuline. Donc, je vais t'expliquer l'un et l'autre et un petit peu en quoi ils sont liés. Parce que je m'aperçois que dans mes coachings, j'ai beaucoup de femmes qui sont atteintes du SOPK et qui ont du mal à perdre du poids. Donc tout d'abord, le SOPK, qu'est-ce que c'est? Donc je t'ai dit, c'est le syndrome des ovaires polykystiques. Donc ça tient son nom de l'aspect macroscopique des ovaires de ces femmes-là qui ont plein de petits kystes. Le SOPK, il a plusieurs causes. La principale cause, c'est l'insulinorésistance. Donc qu'est-ce qui se passe quand tu as une insulinorésistance? Eh bien, en fait, l'insuline, je te l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, mais c'est la petite clé qui fait rentrer le sucre qui est dans le sang, dans les cellules. Et quand tu as une insulinorésistance, cette clé ne fonctionne plus bien dans la serrure, donc le sucre reste dans le sang. Et ton pancréas, du coup, pour essayer de compenser ce mécanisme de serrure qui ne fonctionne pas bien, il va surproduire de l'insuline plein pot. Du coup, tu vas te retrouver avec des doses d'insuline très élevées dans ton sang, puisque si la serrure ne fonctionne pas bien, c'est pas en produisant plus de clés que tu vas réussir à faire entrer le sucre dans les cellules. Cette insuline en excès dans le sang, elle va aller littéralement bombarder les ovaires, qui en réaction vont se mettre à produire beaucoup plus de testostérone qu'une femme qui n'a pas cet excès d'insuline. Et en fait, cet excès de testostérone, il va bloquer la maturation des follicules des ovaires, qui vont finalement se transformer en petits kystes et empêcher l'ovulation normale et du coup avoir des répercussions sur la fertilité de certaines femmes. Donc ça, c'est la principale cause, la résistance à l'insuline, à peu près dans 70% des cas de SOPK. Il y a d'autres causes, il y a les causes génétiques. On sait qu'on ne connaît pas exactement, mais il y a certains gènes qui prédisposent au SOPK. Donc si dans ta famille tu as du SOPK, tu es plus à risque qu'une personne qui n'a personne dans sa famille atteinte de SOPK d'en développer un. Il y a aussi l'état inflammatoire chronique, donc une inflammation à bas bruit dans ton corps pour diverses raisons, peut développer un SOPK, et aussi tout ce qui est perturbateur endocrinien. Donc le diagnostic de SOPK, souvent, c'est des années d'errance médicale, parce que le diagnostic n'est pas facile à faire. En fait, c'est un diagnostic qui repose sur 3 critères, et donc il faut avoir 2 des 3 critères pour être diagnostiqué atteinte de SOPK. Donc le premier critère, c'est les troubles du cycle menstruel, avec des règles irrégulières, voire absentes. Le deuxième critère, c'est une hyperandrogénie, donc liée à l'excès de testostérone. Ça peut être des signes cliniques, comme l'acné, la pilosité, la chute des cheveux. Mais ça peut aussi être des signes biologiques, comme si on te dose dans le sang ta testostérone, elle sera trop élevée par rapport aux valeurs normales des femmes. Et puis le diagnostic échographique, qui met en évidence plein de petits follicules immatures, plein de petits kystes au niveau des 2 ovaires. Et donc on a remarqué que beaucoup de femmes atteintes de SOPK ont tendance à prendre du poids et vraiment ont beaucoup de difficultés à perdre ce poids. Ça en fait c'est lié à la résistance à l'insuline qu'ont ces femmes-là. Et donc il faut que tu comprennes bien que l'insuline, c'est l'hormone du stockage, parce que elle entraîne le stockage de tous les sucres que tu manges, qui vont aller se stocker sous forme de réserve de graisse. Et en plus, elle empêche de brûler les graisses existantes. C'est pour ça que tant que tu as une insuline élevée dans ton sang, c'est quasiment impossible de perdre du poids, même si tu manges très peu. Et je te vois venir, tu vas me demander comment on fait ce diagnostic de résistance à l'insuline. Alors, on peut le faire par une prise de sang qui s'appelle l'indice HOMA, H-O-M-A, mais qui n'est pas remboursé en totalité par la sécurité sociale. En fait, l'indice HOMA, c'est le taux de sucre dans le sang, la glycémie, multiplié par le taux d'insuline dans le sang, l'insulinémie, divisé par 22,5. Cet indice te donne un chiffre, et selon le chiffre qui ressort de ce calcul, soit tu vas être en zone normale, soit tu vas être en insulinorésistance. Donc si ton indice HOMA est inférieur à 1,6, tu as une sensibilité qui est considérée comme normale à l'insuline. Si ton indice HOMA est entre 1,7 et 2,3, c'est que tu as un début de résistance à l'insuline. Et si ton indice HOMA est supérieur à 2,4, alors tu as une résistance avérée à l'insuline. Donc ce qui va être important quand tu as une insulinorésistance, il ne va pas falloir manger moins, mais manger mieux
Du coup, le lien entre le SOPK et la résistance à l'insuline, c'est un véritable cercle vicieux. Et ce qu'il faut savoir, c'est que 70% des femmes qui ont un SOPK ont une résistance à l'insuline, qu'elles soient en surpoids ou non. Il y a des femmes minces qui ont une résistance à l'insuline. Du coup, je vais t'expliquer maintenant comment perdre du poids quand tu as un SOPK et que tu es en surpoids ou en obésité. Ce qu'il faut comprendre, c'est pas qu'il faut que tu manges moins, mais que tu manges mieux, que tu manges de manière intelligente pour calmer ton insuline. Du coup, au niveau alimentaire, tu vas mettre en place des stratégies qui sont les suivantes. Tu vas manger des glucides à index glycémique bas et non pas supprimer les glucides. Tu vas remplacer tout ce qui est farine blanche par des céréales à base de farine complète ou des légumineuses ou la patate douce. À chaque repas, tu vas aussi consommer des protéines et des fibres parce que les deux associés vont ralentir l'absorption de tout le sucre que tu consommes. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, le SOPK a tendance aussi à... Alors c'est le serpent qui se mord la queue, mais ça peut être une cause ou une conséquence d'un état inflammatoire chronique de bas grade. Et donc plus tu vas manger des aliments anti-inflammatoires, plus tu vas calmer, apaiser cet état d'inflammation. Donc ça passe par des aliments les plus bruts possibles, des bonnes graisses, des fruits, des légumes. Puis à côté de l'alimentation, il va falloir que tu revoies ton activité physique. Tout d'abord, il va falloir que tu fasses du renforcement musculaire. Pourquoi ? Parce que plus tu as de muscles, plus tes cellules vont redevenir sensibles à l'insuline. Donc mieux tes petites cellules vont fonctionner. Deuxième petit conseil, c'est la marche après les repas. 10, 15, 20 minutes, ça suffit. Pourquoi ? Parce que juste après le repas, ton sucre il est encore dans le sang et tes muscles vont utiliser plus facilement ce glucose circulant en ayant moins besoin d'utiliser l'insuline. Et troisièmement, je te conseille d'y associer aussi des petites séances de yoga, de pilates pour réduire ton stress, ou en tout cas des activités qui font diminuer ton stress et ton taux de cortisol, puisque le cortisol augmente le stockage des graisses. Et je voulais aborder deux autres petits sujets en rapport avec le côté alimentaire sur l'insulinorésistance et le SOPK. C'est que dans ce cas-là, ça peut être intéressant de mettre en place le jeûne intermittent pour espacer les prises alimentaires et en fait, entre guillemets, nettoyer un petit peu ces petites serrures et laisser le pancréas un peu plus au repos sur des périodes un peu plus longues. Ça permet aussi de réduire la production d'insuline. Et autre fait intéressant que, alors personnellement je ne suis pas pour, mais dans ces cas-là, ça peut valoir le coup de tester le régime cétogène. Pas de manière stricte, parce que on a quand même besoin d'un certain nombre de vitamines, de minéraux et de fibres qui se trouvent dans les légumes. Mais en tout cas, un régime, on va dire, low carb, donc vraiment t'orienter vers le moins de sucre possible. Ça rejoint un petit peu ce que je t'ai dit avec l'alimentation brute et anti-inflammatoire. Mais pour certaines personnes, voilà, le régime kétogène peut être un bon moyen de réduire sa production d'insuline. Donc ce qu'il faut que tu retiennes de cette vidéo, c'est que l'OSOPK, la résistance à l'insuline, le surpoids ou l'obésité, c'est pas une fatalité. C'est vraiment un état métabolique qui est réversible avec toutes les petites astuces que je t'ai données. Certes, ça prend du temps, ça se fait pas comme ça en claquant des doigts. Et vraiment, le but, c'est de trouver la stratégie qui va faire refonctionner tes petites clés, tes petites serrures. Et pour ça, il faut calmer la production d'insuline par le pancréas. Et ça se fait en mettant en place toutes les petites astuces que je t'ai données. Quand tu auras un taux d'insuline qui sera revenu à la normale, et donc à terme, les petites serrures vont de nouveau fonctionner et tu pourras de nouveau utiliser les sucres que tu manges. Et tout ce sucre n'ira plus se stocker directement dans les réserves de graisse. Et en plus de ça, tu pourras utiliser tes réserves de graisse pour fournir de l'énergie lors de certains efforts. Tu pourras sortir vraiment de ce cercle vicieux où on n'en voit pas le bout parce que, comme je te le disais, la plupart des femmes, en fait, elles prennent le problème à l'envers et elles font tout ce qu'il ne faut pas, c'est-à-dire ne presque plus rien manger, ne plus manger de glucides et faire beaucoup de cardio, stresser son corps, voilà, ne pas faire la bonne activité physique. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo t'a plu, t'en as appris un peu plus sur le SOPK et la résistance à l'insuline. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as d'autres sujets que tu aimerais que j'aborde. Et puis comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, abonne-toi, active la petite cloche pour recevoir les notifications quand une nouvelle vidéo sort, like, partage. Et moi je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!